Mais avec la tendance à l'effrangement, on a affaire à bien plus qu'à de l'ostentation ou qu'à cette synthèse suspecte dont les survivances, qui se présentent au nom de l'œuvre d'art total, ont de quoi effrayer. Si les happenings se veulent des œuvres d'art total, c'est uniquement en tant qu'œuvre absolument anti-art. Ainsi, en musique, la juxtaposition par touche des valeurs sonores évoquant de manière frappante des procédés picturaux doit être dérivée du principe de la mélodie de timbre, c'est-à-dire du principe de l'intégration du timbre comme élément constitutif et non de l'imitation d'effets picturaux. Il y a bientôt 60 ans, Webern écrivit des pièces où la note est un point sonore, critiquant ainsi cette vaine lubie qui laisse si facilement à croire que dans l'extension musicale, il se passerait quelque chose. Et les notations graphiques, dans l'invention desquelles le ludisme, sa part bien légitime, correspondent au besoin de fixer les événements musicaux de manière plus flexible et donc plus précise qu'avec les signes usuels étalonnés pour la tonalité. Ou inversement, elle vise parfois à ménager un peu d'espace pour l'improvisation dans la restitution. Dans tous les cas, on obéit donc là à des desiderata d'ordre strictement musical. Il ne devrait pas être trop difficile de reconnaître que la plupart des phénomènes d'effrangement obéissent à des motivations immanentes du même ordre. Si je ne m'abuse, ceux qui spatialisent la peinture cherchent un équivalent au principe d'organisation formelle qui s'est perdu au moment où la peinture s'est dotée de la perspective. De manière analogue, certaines innovations musicales, négligeant ce que le fond traditionnel avait prévu et sélectionné d'avance au titre de musique, tiennent au fait que l'harmonie, dimension de la profondeur, s'est perdue, ainsi que les types formels qui lui appartiennent. Ce qui fait sauter les barrières des frontières entre les genres, c'est le mouvement de forces historiques qui se sont éveillées à l'intérieur des frontières et les ont finalement submergées. Ce processus joue vraisemblablement un rôle considérable dans l'antagonisme entre l'art contemporain, le plus avancé, et ce qu'on appelle le grand public. Lorsqu'on porte atteinte aux frontières, l'angoisse de défense face aux mêlées se réveille facilement. Ce dispositif a trouvé son expression pathogène dans le culte national-socialiste de la race pure et dans ses invectives contre l'hybride. Tout ce qui ne s'en tient pas à la discipline de territoire établi, une fois pour toutes, passe pour indocile et décadent, alors que l'origine de ces territoires n'est pas naturelle mais bien historique, et que certains d'entre eux sont aussi tard venus que l'a été l'émancipation définitive de la sculpture vis-à-vis de l'architecture, à laquelle elle s'est trouvée pour la dernière fois réunie dans le baroque. Face à des évolutions qu'on estime inconciliables avec le genre artistique au sein duquel elles sont advenues, il y a une forme normale de résistance qui est familière aux musiciens. C'est la question, est-ce encore de la musique ? Elle était depuis longtemps reprise en chœur, tandis que la musique suivait son cours, réglé par une législation certes modifiée, mais indubitablement immanente. Cette question petite bourgeoise, est-ce encore ? L'avant-garde la prend aujourd'hui au mot. On y répond parfois par une musique qui, en effet, ne se veut plus musique. Ainsi, tel quatuor à cordes du compositeur italien Franco Donatoni est exclusivement un montage des bruits produits par les 4 instruments. Les atmosphères de Giorgi Ligeti, riches de signification et fortement configurées, ne connaissent plus de sonorité individuée, susceptible d'être distinguée au sens traditionnel. Ionisation d'Edgar Varèse, une œuvre qui a déjà plusieurs décennies, était une préfiguration de telle entreprise. Préfiguration car malgré l'abandon presque total des hauteurs déterminées, l'impression musicale produite restait encore relativement traditionnelle du fait des procédés rythmiques. Les genres artistiques semblent se réjouir d'une sorte de promiscuité qui transgresse les tabous civilisés. Toutefois, alors même que le brouillage des catégories artistiques bien rangées donne des angoisses quant à la civilisation, cette tendance, à l'insu des angoissés eux-mêmes, coopère au mouvement de la raison et de la civilisation dont l'art a toujours participé. En 1938, un professeur associé à l'université de Graz, du nom d'Ottmar Sterzinger, a publié un livre fondement de la psychologie de l'art, qu'il dédiait aux amis des arts. L'attendrissement tout philistin de ce pluriel éclaire la chose. Il s'agit d'une pluralité de marchandises qui, étalées de la cuisine au salon devant le spectateur contemplatif, seront d'ailleurs effectivement passées en revue et savourées dans le livre. Vu la formule en style d'éloge funèbre, Feu le bourgeois aurait été un ami des arts et les aurait encouragés, on comprend l'impatience de l'art face à une multiplicité de cette espèce. En règle générale, elle accompagne l'idée tout aussi détestable de la jouissance esthétique qui, dans le domaine d'élection de Sterzinger, fête ses pauvres orgies de répétition entêtée. L'art ne voudrait plus avoir à faire à
avec des amis si délicats au-delà de ce qu'imposent les contraintes matérielles. My music is not lovely, rogna Schoenberg à Hollywood, lorsqu'un grand Manitou de l'industrie du film, qui ne connaissait pas sa musique, voulait lui faire un compliment. L'art congédie son élément culinaire. Cet élément est devenu inconciliable avec l'élément spirituel lorsqu'il a perdu son innocence, celle du temps où il ne faisait qu'un avec la composition dont l'euphonie avait fini par être une fonction dans le progrès de la maîtrise du matériau. Entre-temps, l'élément culinaire, l'excitation sensible, s'est séparé pour devenir but en soi, pour être rationnellement et indépendamment planifié. Dès lors, l'art se révolte contre toute dépendance à l'égard de matériaux donnés d'avance, qui font obstacle à l'autonomie de sa configuration. Dépendance qui se reflète dans la classification de l'art selon les arts, car au flou des éléments de l'excitation sensible correspond la dispersion des matériaux. La grande philosophie, Hegel et Schopenhauer, chacun à sa manière, a fait l'épreuve de cette pluralité hétérogène et tenté la synthèse théorique de la juxtaposition. Schopenhauer dans un système hiérarchique couronné par la musique, Hegel dans un système historico-dialectique qui devait s'accomplir dans la poésie. Ce fut insuffisant dans les deux cas. Manifestement, l'importance des œuvres d'art n'obéit pas à l'échelle de valeur propre au système de leurs différents genres. Elle ne dépend ni de la position du genre dans la hiérarchie, ni comme d'ailleurs le classique qu'était Hegel, c'est bien gardé de le prétendre, de sa position au sein d'un processus d'évolution où l'ultérieur serait ipso facto le meilleur. Il serait aussi faux d'en faire un principe général que d'affirmer le contraire. La synthèse philosophique par l'idée d'art, qui voudrait dépasser l'immature juxtaposition des genres, est orientée par des jugements qui lui échappent, comme celui de Hegel sur la musique ou celui de Schopenhauer, réservant une niche à la peinture d'histoire. Pour autant, la loi du mouvement de l'art lui-même s'approche d'une telle synthèse. Le livre de Kandinsky, du spirituel dans l'art, dont le titre formulait tant bien que mal le programme latent des expressionnistes, fut le premier à le consigner. Ce n'est pas un hasard si au lieu d'une symbiose ou d'un agglomérat des arts, c'est ici la réciprocité technique qui entre en jeu pour une efficace prétendument renforcée. Le triomphe de la spiritualisation dans l'art, que Hegel avait anticipé dans la construction de ce qu'il avait appelé l'œuvre d'art romantique, fut pourtant une victoire à la Pyrrhus, comme tous les triomphes. Le manifeste de Kandinsky a beau faire dans la grande pensée, il n'hésite pas à recourir aux documents apocryphes, jusqu'à s'abaisser au niveau de Rudolf Steiner et de l'imposture de la Blavatsky. Kandinsky évoque et cite en effet Steiner et Blavatsky dans Du spirituel dans l'art, au chapitre intitulé Tournant spirituel. Steiner, 1861-1925, fut le fondateur et le doctrinaire de l'anthroposophie et de la théosophie. S'inspirant de l'œuvre de Goethe, il voulut ouvrir un chemin de connaissance qui tente de conduire du spirituel dans l'homme au spirituel dans l'univers. Blavatsky, à la même époque et au retour de longs séjours en Inde, fut une des grandes représentantes de ce courant théosophique. Pour justifier son idée du spirituel dans l'art, Kandinsky accueille à bras ouverts tout ce qui à l'époque on en appelait à l'esprit contre le positivisme. Il accueille même les esprits. Il ne s'agit pas là de tout mettre sur le compte de la seule désorientation théorique de l'artiste. Ils étaient et sont encore nombreux à ressentir dans la pratique de leur métier la nécessité d'une apologétique de nature théorique. C'est l'évidence perdue de leur objet et de leur procédure qui les engage dans des réflexions qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Cultivés à demi, c'est pêle-mêle qu'ils se servent là où ils peuvent. Mais il y a plus ici qu'insuffisance subjective de la pensée, car si l'écrit de Kandinsky fixe fidèlement l'expérience du moment, la teneur même de cette expérience a aussi, outre sa vérité, son équivoque. D'où la nécessité de l'étayer avec de l'équivoque, l'esprit qui, dans l'art, ne trouve pas à se satisfaire dans l'apparition sensible, s'autonomise. C'est inéluctable et chacun peut le vérifier aujourd'hui comme il y a 50 ans en voyant que ça ne marche plus lorsqu'il tombe sur des œuvres d'art qui visent à complaire aux sensibles, si authentiques soient-elles. Mais une telle autonomisation légitime et inéluctable pose presque inévitablement l'esprit comme séparé, Hegel aurait dit abstrait, face aux matériaux et procédures des œuvres. L'esprit leur est ainsi ajouté, comme il était autrefois dans les allégories. Quant à savoir quel est le sensible qui a une signification spirituelle, s'agissant par exemple de la valeur symbolique des couleurs, quant à savoir ce qu'est cette signification, c'est non sans paradoxe la convention qui en décide, c'est-à-dire précisément la catégorie contre laquelle le mouvement de l'art moderne, dans son ensemble, s'est le plus fortement révolté. Cela se confirme par les liens transversaux que l'art radical a entretenus à ses débuts avec les arts décoratifs.
Des couleurs, des sonorités, que sais-je encore, prétendument signifiantes en elles-mêmes, jouent ici un rôle trouble. Les œuvres d'art qui, avec raison, dévalorisent l'excitation sensible, ont pourtant besoin d'éléments qui portent le sensible pour, selon le mot de Cézanne, se réaliser. Plus elles persévèrent avec conséquence et sans arrière-pensée dans leur spiritualisation, plus elles s'éloignent de ce qu'il y aurait à spiritualiser. L'esprit de ces œuvres, pour ainsi dire, flotte au-dessus d'elles. Entre lui et les éléments qui le portent, il y a la béance des gouffres. Le primat de la cohésion que le principe de construction met en œuvre dans le matériau se renverse quand l'esprit domine le matériau, et cet esprit, l'esprit du sens immanent, se perd. Depuis, tout art fait preuve de cette aporie, et l'art le plus sérieux dans la douleur la plus grande. La spiritualisation, le fait de disposer rationnellement des procédures, semble évacuer l'esprit en tant que teneur même de l'affaire. Ce qui tendait à spiritualiser le matériau aboutit au matériau nu, pur et simple étant. Dans les évolutions les plus récentes, c'est d'ailleurs ce que certaines écoles, comme celle de John Cage, en musique, ont expressément réclamé. Cet esprit, que Kandinsky et de façon assurément analogue, le Schoenberg de la période expressionniste ont âprement défendu, pour sa vérité immaculée et sans métaphore. Même chez Schoenberg, cela n'allait pas sans une théosophie, qui, pour ainsi dire, cite l'esprit à comparaître dans l'existence. Cet esprit n'engage à rien, et c'est justement pourquoi il est glorifié pour lui-même. Tu dois croire à l'esprit. Pour autant, les genres artistiques singuliers s'efforcent d'aller vers leur généralisation concrète, vers une idée de l'art tout simplement. Mais la musique permettra d'éclaircir ce point. Schoenberg est celui qui a le plus fortement contribué à l'unification des dimensions compositionnelles par son procédé intégratif qui les incluait toutes. Cette unification, il a formulé en concevant une théorie de la cohésion musicale. Il s'agissait de soumettre à celle-ci tous les éléments particuliers du travail musical. Pour lui, pareille théorie était ni plus ni moins une théorie de la composition. Sous le primat de la cohésion, on peut subsumer de manière éclairante les évolutions de la musique au cours des 20 dernières années. En suivant consciemment ou non le programme de Schoenberg, elles ont porté atteinte à ce qui, jusqu'alors et chez lui encore, valait pour musical. Il unifiait virtuellement tout ce que l'histoire objective et non encore réfléchie de la musique avait produit comme moyen de former des connexions au profit de l'œuvre organisée en soi de part en part. Mais confrontés à la norme de la finalité artistique, ces moyens, quant à eux, se sont bien vite révélés aléatoires, limités, car particuliers de la cohésion musicale générale. Ainsi, à l'intérieur de l'œuvre de Schoenberg, encore, la tonalité s'est révélée être un cas particulier de forme de cohésion mélodico-harmonique, auquel il pouvait avoir recours de temps à autre. D'une portée incommensurable fut alors après Schoenberg le pas consistant à libérer de ses présupposés hérités le concept de cohésion auquel il était parvenu, et de le libérer ainsi de tout ce qui avait sédimenté dans le concept de musical. La musique était devenue allergique même à ces moyens de former des connexions que sont la tonalité libre et la technique dodécaphonique dans lesquelles elle tentait d'une ouïe aiguisée de débusquer les traces de cette tonalité qui s'y trouvait niée. La musique donnait ainsi libre champ au concept de cohésion, indépendamment de ces configurations limitées que l'ouïe avait depuis longtemps incorporées. Tout le travail de Stockhausen peut être appréhendé comme la tentative de faire l'épreuve des possibilités d'une cohésion musicale au sein d'un continuum multidimensionnel. Une telle souveraineté qui permet de fonder la cohésion sur une multiplicité incommensurable de dimensions crée de l'intérieur la liaison de la musique avec le visuel, avec l'architecture, la sculpture et la peinture. Plus les moyens dont dispose chaque genre artistique pour former des connexions s'élargissent au-delà du fond hérité et, pour ainsi dire, se formalisent. Plus les genres sont alors soumis à un identique, einem identischen. Certes, l'exigence que soient unifiés en l'art les genres artistiques, exigence dont on trouve la préfiguration dans les procédés intégratifs à l'intérieur de chaque genre singulier, est plus ancienne que la modernité. C'est Robert Schumann qui a forgé cette sentence. L'esthétique d'un art est aussi celle des autres arts. Il entendait à la romantique avoir avec en pointe l'idée que la musique avait à donner une âme à ces éléments architectoniques, devenus formules toutes faites et dès lors choquants. Elle devait devenir poétique, ainsi que l'était Beethoven, qui valait aux yeux de la génération suivante comme compositeur de poèmes symphoniques. Au contraire de ce qui a lieu avec l'effrangement moderne, l'accent était mis sur la subjectivité. Les œuvres d'art devenaient l'empreinte d'une âme, celle-ci ne coïncidant aucunement avec la singularité du compositeur. Elle devenait la langue du moi, s'exprimant librement. C'est cela qui rapprochait les arts les uns des autres. Il serait facile de montrer à quel point tous les genres étaient semblablement transis du souffle de l'âme. Mais leurs frontières n'en ont quasiment pas été dérangées pour autant.
elles sont restées de ce qu'elles étaient et ce décalage n'est pas le moindre des motifs critiques aux yeux de l'évolution la plus récente. Ce qu'il y a de problématique dans la prévalence de l'aspect esthétique en tant que transit d'âme sur ces moyens se donne à lire au mieux dans cette catégorie caractéristique. Le Stimmung, à partir d'un certain point, le rejet du néo-romantisme et de l'impressionnisme, c'est contre elle que s'est tournée la modernité. Il y avait bien quelque chose d'irritant dans le mou et le fluent du Stimmung, mais ce n'était pas tant ce narcissisme que les réactionnaires amateurs d'un art bien nourrissant reprochent à la différenciation au processus de laquelle ils sont incapables de participer. C'était plutôt une composante de l'objectivité de la chose, c'est-à-dire un manque de résistance au cœur de sa composition interne. Là où la composition recherche le Stimmung, dans une autocélébration informe, l'altérité est l'élément qui fait défaut. Il faut à l'art, pour qu'il devienne art, quelque chose qui lui est hétérogène. Sinon, le processus qu'est chaque œuvre d'art, en elle-même et selon sa teneur, n'aurait aucune prise et se déroulerait en soi, à vide. L'opposition de l'œuvre d'art à la sphère de l'objet devient productive, l'œuvre devient authentique, uniquement là où elle porte à terme cette opposition de façon immanente, là où elle s'objective à même ce qu'elle consume en elle. Aucune œuvre d'art, fût-elle la plus subjective, ne s'absorbe dans le sujet qui la constitue, elle et sa teneur. Chaque œuvre a des matériaux qui, hétérogènes, font face au sujet, et des procédés qui dérivent autant des matériaux que de la subjectivité. Sa teneur de vérité ne s'épuise pas dans celle-ci. Elle est bien plutôt redevable à une objectivation qui requiert certes le sujet comme son exécutant, mais qui, grâce à la relation immanente à cet autre, indique un au-delà du sujet. La composante alors mise en jeu, c'est l'irréductible, le qualitativement multiple. Elle s'oppose à tout principe d'unité, même à celui des genres artistiques, par la force de ce qu'ils expriment. Néglige-t-elle cela, alors les œuvres d'art tombent facilement dans cette généralité esthétique que l'on peut observer dans les productions des gens qui, comme on dit, ont un don artistique. Mais on ne sait pas pourquoi précisément et en particulier. Des artistes de très haut niveau, dont le talent n'était pas lié de manière univoque à un matériau donné, tels Richard Wagner, Alban Berg et peut-être aussi Paul Klee, ont eu bien raison de mettre leur énergie à laisser la généralité esthétique s'engloutir dans la spécificité du matériau. Pourtant, cette généralité se maintient en même temps tel un éther, telle une forme résistante qui ne trouve pas son compte dans la raideur trop réaliste de la discipline matérielle. Si l'art, tant qu'il se satisfait d'une généralité esthétique, reste dans l'orbite du dilettantisme, à l'inverse, l'art duquel toute trace d'un tel éther, c'est-à-dire tout simplement le fait d'être artiste, a été banni, se dessèche en artisanat de béotien. Ce n'est pas pour rien que les partisans du mouvement dit de la Volksmusik ou Jugendmusik se sont fortement irrités de la phrase de Schumann. Si l'esthétique de l'unité se précipite bien trop vite au-delà de ce qui est hétérogène à l'œuvre et dans l'œuvre, chez Schumann ce malheureux processus s'accroît jusqu'à devenir en tant qu'expression du malheur une qualité esthétique de sa musique, l'exigence inverse, celle d'une légitimité qui soit issue du matériau et qui prenne les choses en main, et celle d'une légitimité qui s'autoproclame. Elle crée pour les éléments hétérogènes de l'œuvre d'art et pour ses pratiques non filtrées par la subjectivité le simulacre d'une teneur de vérité qu'en soi ils n'ont pas. Le conflit entre l'art et les arts ne saurait être tranché par un jugement d'autorité en faveur du premier ou des seconds. Même dans la phase du romantisme tardif, les arts se sont soustraits à l'unification plane que l'on professait alors au nom du vouloir stylistique, car le Jugendstil n'était pas autre chose. On le sait, le rapport que les grands poètes néo-romantiques comme George et Hofmannsthal eurent aux arts plastiques ne fut pas une réussite. Ils ont considéré qu'ils étaient en affinité élective avec les peintres symbolistes, comme Burne-Jones, Purvis de Chavannes ou Bucklin, et à l'intention des impressionnistes. George n'a pas reculé devant ce mot très Guillaume II, méchant barbouilleur. Ils n'ont pas vu que leur poétique était mieux prise en charge par les techniques de l'impressionnisme que dans des thèmes comme l'initiation à la source mystique si décriée par la suite. La faute n'en était pas à une obnubilation littéraire ou à une ignorance provinciale de ce qui se tramait à Paris. Il y a bien des poèmes de George dont l'imagerie est indéniablement proche de cette peinture symboliste si fatale. Mais du fait que les meilleurs d'entre eux trouvent leur force spécifique d'évidence dans la langue et non dans la représentation optique, ils entrent dans un ordre totalement différent. Si l'on traduisait en peinture les paysages d'automne du cycle après la vendange, ce serait du kitsch,
tandis que dans leur figure langagière, où les mots qui disent la couleur ont toute autre valeur que les couleurs présentes en chair et en os sur la toile, certains de ces poèmes défient le suranné. De telles valeurs sont ceux qui, dans la poésie, la relient à la musique. La différence essentielle quant à leur teneur entre les genres artistiques, par ailleurs très semblables dans leur thème et leur strate associative, c'est la musique qui la donne le plus nettement à remarquer. Certains aspects de l'expression brahmsienne, la ballade vieille allemande, l'armure du chevalier, l'obnubilation courtoise, seuls peuvent les contester ceux dont la capacité musicale réussirait à se passer d'un tel supplément extra-musical, sans lequel en fait il n'y a pourtant pas de musicalité. Mais puisque ces éléments de l'expression brahmsienne ne sont ni chosifiés sur la toile ni exprimés avec la balourdise du verbe, puisqu'ils ne font que scintiller avant de disparaître aussitôt, ils échappent à la sphère du pléthorique. Aucune critique ne saurait décider du statut des œuvres sur la base de ferments d'expression aussi fugaces, car jamais ils ne font saillie, désajouintés et grossièrement matériels. Hors de la composition, ils se dissolvent bien plutôt dans le pur déploiement de celle-ci, langue musicale magnifiquement façonnée de part en part. Cette langue s'enflamme au contact de ces éléments hétérogènes, sans jamais s'y réduire ni s'abaisser à leur niveau. Si les grandes œuvres d'art doivent avoir de la chance pour devenir telles, alors la chance de Brahms fut que ses ballades devinrent musique et non poèmes. Le même Das Gleiche, que les arts visent comme leur quoi, devient autre selon le comment de cette visée, leur teneur et le rapport du quoi et du comment. Ils deviennent art grâce à leur teneur. Celle-ci a besoin de leur comment, de leur langue particulière, à ce qu'ils viseraient une globalité plus large que le genre. Elle échapperait par dissolution.